Derrière le glamour et le sourire inébranlable sous le tapis rouge, se cache un récit plus sombre, bien moins élégant. Les interviews qui mettaient autrefois en avant des personnalités charmantes et des œuvres caritatives annoncent désormais des vérités troublantes et des vies secrètes. Numéro 20. C'est Martin Shkreli, qui allait devenir l'un des hommes d'affaires les plus détestés d'Amérique. On l'appelle souvent Pharma Bro, un clin d'œil à Big Pharma et à son lien étroit avec l'industrie pharmaceutique en raison de sa décision controversée d'augmenter le prix d'un médicament vital. Shkreli est né à Brooklyn de parents albanais, descendants de la tribu Shkreli. Il a fréquenté le lycée Hunter College et a obtenu son diplôme. Il a ensuite fréquenté le Baruch College, où il a obtenu une licence en administration des affaires. Il a une expérience dans la finance et il a tiré parti de son parcours en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs pour entrer dans l'industrie pharmaceutique. Par la suite, il a fondé Retrophin et Turing Pharmaceuticals. Alors qu'il était déjà considéré comme une figure controversée, Shkreli susciterait encore plus de mécontentement en 2015 lorsqu'il a augmenté le prix d'un médicament vital. Ce médicament était le Daraprim, un antiparasitaire utilisé pour traiter la toxoplasmose. L'augmentation du prix n'était pas minime non plus. Il a été augmenté de 5000% de 13,50 $, jusqu'à 750 $ par comprimé. C'était un scandale. Un scandale qui serait évoqué lors de son interview avec Bloomberg cette même année. Le PDG a défendu l'augmentation du prix, affirmant que cette décision permettrait de réaliser un bénéfice raisonnable. Il a également affirmé que cela posait les bases pour de futurs développements pharmaceutiques. Au début, il a affirmé qu'il baisserait le prix de 50% en réponse aux critiques. Mais l'entretien avec Bloomberg a clairement montré que cela n'allait pas arriver. Shkreli est apparu dans plusieurs autres interviews avec Bloomberg, défendant sa décision et devenant de plus en plus frustré. À un moment donné, sous l'effet de la frustration, il a dit à l'intervieweur qu'il avait déjà abordé le sujet lors de réunions précédentes. Il a également déclaré que l'augmentation du prix était altruiste, désintéressée et n'était pas faite pour un gain personnel. Quelques mois après l'entretien, il serait arrêté pour fraude. L'arrestation est survenue après qu'une enquête a été menée sur son passage chez MSMB et Retrophin, révélant qu'il dirigeait son entreprise comme une pyramide de Ponzi, utilisant des sociétés ultérieures pour rembourser les investisseurs qu'il avait fraudés. À la suite d'un procès et d'une enquête qui ont duré 2 ans, Shkreli a été condamné à 7 ans de prison et a été obligé de rembourser à ses victimes une somme de 64 millions de dollars. Numéro 19. Le journaliste britannique d'origine américaine Boris Johnson a été le 2e maire de Londres de 2008 à 2016. De 2016 à 2018, il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères sous Theresa May, la première ministre. 1 an plus tard, le politicien du Parti conservateur deviendrait le Premier ministre du Royaume-Uni. En 2022, Johnson s'est retrouvé au centre d'un scandale majeur qui allait devenir connu sous le nom de Partygate. Partygate était une série de rassemblements sociaux secrets organisés au 10 Downing Street et dans d'autres bâtiments gouvernementaux pendant les confinements de 2020 et 2021, ce qui violait directement les restrictions britanniques de l'époque. Les événements comprenaient des fêtes du personnel, des célébrations d'anniversaire et des pots de départ. Lorsque l'existence présumée de ces rassemblements a été révélée, une enquête a été lancée et la police métropolitaine a découvert jusqu'à 12 événements qui avaient eu lieu pendant la période indiquée. Jusqu'à 6 amendes ont été infligées pour des infractions, y compris une pour Johnson. Le scandale du Partygate a provoqué une réaction négative du public et a entamé la confiance de celui-ci, entraînant des appels à la démission du Premier ministre. En septembre 2022, Johnson a été remplacé par Liz Truss. 2 ans plus tard, en octobre 2024, Johnson s'est entretenu avec Tom Brady d'ITV News pour une interview avant la publication de ses mémoires, Unleashed. C'est au cours de cette interview qu'il a exprimé des regrets concernant ses apparitions précédentes. Plus précisément, il faisait référence aux excuses qu'il avait présentées concernant le Partygate, disant qu'il s'était trop excusé et de manière inutile. Johnson a affirmé que les excuses n'avaient fait que valider les accusations. Il apparaîtrait dans plusieurs autres interviews où il continuerait de nier des allégations spécifiques, y compris celles d'inconduite. Ce sont ces démentis, ainsi que ces excuses rétractées, qui rendraient l'interview sur ITV et ses apparitions ultérieures particulièrement déplacées. En 2025, les dossiers Boris, une compilation des affaires et activités de Boris Johnson, ont été divulgués au public. Ce que contenaient et impliquaient les dossiers contredirait directement ces démentis et ces affirmations,
et le forcerait même à réitérer ses excuses. Il s'est avéré que l'ancien Premier ministre britannique utilisait du personnel financé par les contribuables et une allocation annuelle de 115 000 livres sterling destinés aux fonctions publiques pour des affaires privées, y compris des engagements lucratifs après avoir quitté ses fonctions et du lobbying. Plus précisément, il a été découvert que l'argent des contribuables et la PDCA avaient été utilisés pour organiser des réunions avec des responsables saoudiens et même avec le président vénézuélien de l'époque pour des affaires privées. Selon des documents, Johnson s'était livré à des pratiques douteuses en matière de revenus, ce qui a entraîné une enquête du comité consultatif britannique sur les nominations dans le secteur privé. Il a été suggéré que Johnson a exploité sa fonction à des fins personnelles. Le public a demandé qu'il soit privé de son allocation d'ancien Premier ministre jusqu'à ce que cette affaire soit clarifiée. Numéro 18. Entrepreneur, fondateur et PDG, est née à Washington, D.C. en 1984. Elle était la fille d'un agent de l'aide gouvernementale américaine et d'un membre du personnel d'une commission du Congrès. Holmes était décrite comme une enfant maladroite, mais imaginative. Elle avait peu d'amis et avait tendance à rester seule. Elle deviendrait plus tard la fondatrice et PDG de Theranos Incorporated, une entreprise de test de fluides vitaux. On l'a surnommée la plus jeune femme milliardaire qui a fait fortune par elle-même en 2014. Mais moins d'un an plus tard, il est devenu assez évident comment Holmes avait connu un tel succès. À la mi-2015, les rumeurs allaient bon train, suggérant que la technologie de test de Theranos était défaillante, y compris l'appareil Edison, qui avait longtemps été présenté comme une machine révolutionnaire. En octobre de cette année-là, Holmes est apparu dans l'émission Mad Money de CNBC pour discuter des allégations d'échecs technologiques. La PDG a vigoureusement nié les accusations formulées par le Wall Street Journal et a notamment déclaré ceci à Jim Cramer. D'abord, ils pensent que vous êtes fou, ensuite, ils vous combattent, et puis tout à coup, vous changez le monde. Elle a poursuivi en affirmant que la technologie propriétaire de l'entreprise était entièrement fonctionnelle et a suggéré que le Wall Street Journal s'était appuyé sur des sources peu fiables ou trompeuses pour son article. Holmes a mis en avant les dossiers volontairement transmis par Theranos à la FDA, ainsi que les études réalisées, utilisant les deux comme preuve pour soutenir ses affirmations sur la précision et pour montrer que les rapports concernant des tests défectueux étaient incorrects. Malgré cette interview largement médiatisée, plusieurs entreprises ont commencé à se retirer des partenariats et des investissements avec l'entreprise. Cela comprenait Walgreens et Safeway, deux entreprises que Holmes avait mentionnées lors de son interview sur CNBC, affirmant qu'elles étaient toujours des soutiens indéfectibles de Theranos. Par la suite, des enquêtes menées par les Centers for Medicare and Medicaid Services ont révélé que le laboratoire californien de Theranos ne respectait pas les normes fédérales et que les patients étaient en danger immédiat. En réponse, plusieurs partenaires et investisseurs ont cessé d'envoyer des analyses de laboratoire et ont suspendu tous les services de Theranos. Lorsque le problème du laboratoire californien n'a pas été résolu, les Centers for Medicare and Medicaid Services ont menacé d'interdire à Holmes et à Theranos d'exercer toute activité de laboratoire. À la mi-2016, ils ont mis leurs menaces à exécution et ont interdit à Holmes de posséder ou d'exploiter toute activité d'analyse de fluides corporels pendant les 2 années suivantes. Au cours des années qui ont suivi, Theranos a fait face à plusieurs poursuites, alléguant que l'entreprise avait vendu des millions d'appareils de test à travers les États-Unis, tout en dissimulant et en déformant des faits essentiels à leur sujet. Le FBI et la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont tous deux lancé des enquêtes sur Holmes et l'entreprise. Et en 2018, ils ont inculpé Holmes et l'ancien directeur des opérations, Ramesh Balwani, pour fraude. L'entreprise a exagéré de façon mensongère la précision de la technologie. Elle a ensuite été condamnée à 11 ans de prison pour 3 chefs d'accusation de fraude électronique et 1 chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique. Au cours du procès pénal, plusieurs interviews, dont celle de Mad Money sur CNBC, ont été utilisées comme preuve contre Holmes. Pour prouver qu'elle avait déformé la réalité concernant la technologie et qu'elle affirmait que l'entreprise agissait dans les limites légales, ce qui rend sa confiance et son déni lors de l'interview particulièrement déconcertant. La valeur nette de Holmes a depuis été réévaluée à $0. Numéro 17. De 2000 à 2003, Shia LaBeouf était surtout connu pour son rôle de Louis, le personnage à la chevelure ébouriffée, dans la série Even Stevens de Disney Channel. En 2003, il a eu sa première grande chance lorsqu'il a été choisi pour jouer dans le film à succès La morsure du lézard. Sa transition vers le grand écran par la suite s'est faite sans accroc. La même année, le jeune acteur a joué dans 3 autres films, dont Dumb and Dumber, Charlie et ses drôles de dames et La bataille de Shaker Heights. À partir de ce moment-là, il a reçu des critiques élogieuses et a été salué pour ses rôles dans plusieurs films bien connus. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne devienne un nom connu de tous. Mais comme pour le comportement récent de Kanye West,
La carrière de l'acteur allait connaître une forte baisse lorsqu'il a commencé à adopter un comportement de plus en plus erratique. LaBeouf est apparu plusieurs fois dans l'émission The Late Show with David Letterman, discutant souvent de son comportement étrange. En 2009, il a raconté à Letterman qu'il avait été accusé d'intrusion après un incident survenu le jour de son 21e anniversaire. En 2011, il est de nouveau apparu dans l'émission, au cours de laquelle Letterman l'a interrogé sur une scène précise d'un film dans lequel il avait joué. De façon inattendue, LaBeouf s'est montré sur la défensive face à la question. En 2013, l'acteur était de retour sur le plateau du Late Show, cette fois en bégayant à propos d'un conflit présumé qu'il avait eu avec Alec Baldwin. Conflit qui est cité comme raison de son renvoi de la pièce de Broadway, Orphans. Selon LaBeouf, lui et Baldwin sont tous deux des personnes impulsives, et ils ont fini par s'affronter sur le plateau à cause de ce trait commun. C'est peut-être justement cette suggestion d'une nature impulsive qui a amené les spectateurs à voir cette interview différemment après les développements ultérieurs. La déclaration de l'acteur a été perçue davantage comme un avertissement, qui concernait bien plus que les plateaux de tournage. Pour le reste de l'année 2013, il a continué à adopter un comportement étrange, aussi bien à l'écran qu'en dehors. Les événements suivants comprenaient la sortie d'un court-métrage que LaBeouf affirmait être le sien, avant que les spectateurs ne découvrent ensuite qu'il s'agissait d'un plagiat. L'histoire avait en réalité été écrite par Daniel Close, qui n'a pas été crédité. En février 2014, seulement 2 mois après la sortie du film et la vive réaction du public, l'acteur est apparu sur le tapis rouge du Festival de Cannes, portant un sac en papier sur la tête. Dessus étaient inscrits les mots « Je ne suis plus célèbre ». Peu de temps après, il a assisté à une conférence de presse pour promouvoir Nymphomaniac au Festival de Berlin. Au milieu de la conférence, LaBeouf cite le joueur de football de Manchester United, Eric Cantona, avec cette phrase énigmatique. « Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles pensent que les sardines seront jetées à la mer. » Il a ensuite quitté le bâtiment en trombe. Le numéro du sac en papier a fait son retour peu après. L'acteur est apparu dans une salle d'un espace artistique de Los Angeles. Les visiteurs pouvaient interagir avec lui et utiliser divers accessoires lors de leurs échanges. En juin de cette année-là, LaBeouf a été extrait du public lors d'une représentation à Broadway après être monté sur scène et avoir attrapé l'un des acteurs, Alan Cumming. Il a passé la soirée en cellule pour cela. Au cours des années suivantes, ce schéma allait se répéter. LaBeouf quittait les interviews, faisait une sorte de démonstration barbare, publiait des excuses publiques, lançait une nouvelle performance artistique, puis se comportait de façon erratique au point d'inquiéter son entourage ou de finir menotté et escorté vers une cellule de détention. Finalement, cette personnalité impulsive, dont il avait parlé à David Letterman, allait le mener à une fin désastreuse. Plus tôt cette année, LaBeouf a fait face à plusieurs accusations de coups et blessures après un incident violent survenu pendant le Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Il aurait frappé plusieurs personnes ce soir-là, selon des témoins, qui ont également affirmé qu'il avait proféré plusieurs propos injurieux visant ces personnes. Le juge qui a supervisé le procès pénal a depuis désigné Shia LaBeouf comme un risque pour la sécurité publique. Numéro 16. Sir James Wilson Vincent Saville, mieux connu sous le nom de Jimmy Savile, est né à Leeds, en Angleterre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était adolescent, il a travaillé dans les mines de charbon où il a été grièvement blessé à la suite d'un accident minier. Par la suite, il est devenu directeur d'une salle de bal. Il allait ensuite devenir une figure bien connue grâce à son travail en tant qu'animateur britannique, disque jockey et personnalité télévisuelle flamboyante. Il était surtout connu pour ses cheveux platines, l'énorme cigare qu'il avait toujours à la bouche et les survêtements excentriques qu'il portait souvent. Il était également salué pour son style comique déjanté, mais après sa mort, le nom de Saville serait moins associé à la comédie et davantage à la trahison. Saville était l'animateur de son propre jeu télévisé, Jim'll Fix It. Dans l'émission, des enfants écrivaient à Saville pour lui demander de réaliser leurs rêves à la télévision nationale. Parmi les épisodes remarquables, on compte celui où Saville a organisé pour un groupe de louveteaux une journée à Blackpool Pleasure Beach, où ils ont pu monter sur les montagnes russes. Dans un autre épisode, un jeune téléspectateur a eu l'occasion de jouer de la batterie avec Adam and the Ants. Un autre fan a été invité à rencontrer Iron Maiden et Mohamed Ali, et il est même apparu dans un épisode, réalisant ainsi les rêves de plusieurs téléspectateurs. Bien que l'émission ait pu sembler bon enfant, des allégations et découvertes ultérieures rendraient chacun de ces épisodes et rencontres particulièrement troublants. Tout au long de la diffusion de l'émission, Saville avait été confronté à de graves accusations de mauvaise conduite et d'abus, ce qui a entraîné l'ouverture d'enquêtes officielles. Mais malgré les enquêtes, la police n'a pas pu trouver de preuves suffisantes pour confirmer aucune des rumeurs. Le premier signalement remonte à 1955. Mais lorsque les enquêteurs ont commencé à se pencher sur le crime présumé, il était déjà trop tard. Pendant les années 60 et 70,
des actes présumés de maltraitance auraient eu lieu dans les locaux de la BBC. Mais là encore, des preuves insuffisantes ont empêché de tirer une conclusion. Dans les années 80, une autre victime aurait déclaré à la police avoir été agressée dans un parking de la BBC. Mais le dossier concernant cette agression n'a pas pu être retrouvé. En 2011, Saville est décédé, ce qui a entraîné une forte augmentation des accusations rapportées par des femmes qui avaient soit travaillé avec lui, soit participé à l'émission. En 2012, Scotland Yard enquêtait sur 120 pistes et jusqu'à 25 victimes, avec des allégations s'étendant sur 4 décennies et des accusations d'abus à l'échelle nationale. Quelques mois après le début de l'enquête, Scotland Yard a porté le nombre à 400 pistes et 300 victimes, dont 298 sont des femmes. Et une augmentation spectaculaire par rapport aux 25 initiales qui ont ébranlé la BBC, poussant plusieurs membres du personnel à se retirer ou à démissionner de l'entreprise, y compris l'ancien directeur général, George Entwistle. À la mi-décembre 2012, Scotland Yard a annoncé que 8 personnes s'étaient manifestées avec des informations concernant le scandale, dont un grand nombre étaient des victimes directes des abus de Saville. Des personnes ayant autrefois travaillé avec lui sur l'émission se sont également manifestées, révélant des abus présumés qui ont eu lieu dans l'établissement et comment plusieurs personnes qui auraient pu agir savaient ce qui se passait, mais sont restées silencieuses. Saville a été qualifié de monstre à la fin de l'enquête. Un monstre qui utilisait la royauté, la charité et son charme comme des boucliers pour dissimuler l'obscurité qui se cachait en lui. Cette même obscurité plane désormais sur chaque épisode et chaque interview de l'émission Jimmy Fix-It de Saville. Un récit autrefois réconfortant qui n'a servi que de porte donnant accès à ses victimes. Numéro 15. Kanye West, le rappeur américain le plus connu, a mis à profit son succès de producteur dans les années 90 et au début des années 2000 pour devenir un artiste solo célèbre. Tout en étant interprète, producteur et créateur de mode, il est aussi l'une des figures les plus controversées de sa génération, avec une personnalité publique qui a largement éclipsé sa carrière musicale. Il est né de Ray et Donda West, un photographe et une professeure d'université. Mais West a été principalement élevé par sa mère dans le quartier de South Shore à Chicago après la séparation de ses parents. Il a remporté plusieurs concours de talent lorsqu'il était enfant et a fréquenté l'université d'État de Chicago. Cependant, ses études n'ont pas duré longtemps et il a abandonné après un an. Il a démontré des capacités considérables en tant que producteur et a décidé d'en faire carrière. Il a contribué à l'album de Jermaine Dupri, Life in 1472. Et après cela, il a déménagé à New York et s'est fait un nom grâce à son affiliation avec Rockefeller Records. C'est en mai 2018 que West a rendu visite à TMZ pour une interview en direct. Un échange qui serait non seulement troublant en soi, mais qui annonçait aussi des comportements erratiques et des controverses ultérieures. L'accompagnaient lors de cette interview Harvey Levin et Charles Latibaudier, qui lui ont tous deux posé des questions sur ses récentes publications sur les réseaux sociaux. Dans la période précédant l'interview, West avait publié des tweets de plus en plus erratiques qui ont provoqué de vives réactions et terni son image publique. Au fur et à mesure que la diffusion en direct se poursuivait, la situation n'a fait qu'empirer. Après avoir brièvement évoqué ses publications controversées sur Twitter, West allait commencer à faire de nouvelles déclarations. À un moment donné, il est cité en disant « Quand vous entendez parler de l'esclavage pendant 400 ans, c'est un choix », suggérant que les victimes de l'esclavage avaient leur mot à dire dans cette affaire. Dans ce qui serait décrit comme une crise, West a continué, affirmant que la société est dans une prison mentale. Et il a même fait des comparaisons barbares entre l'esclavage et la Seconde Guerre mondiale. Suite à ces déclarations mal reçues, le journaliste de TMZ, Van Lathan, a répondu à West en disant qu'il était non seulement choqué, mais aussi déçu par son comportement. Une confrontation verbale entre les deux a suivi. L'interview en direct sur TMZ s'est terminée avec le rappeur s'approchant de Lathan et lui disant qu'il était désolé de l'avoir blessé. Le comportement choquant de West, cependant, allait devenir encore plus controversé et extrême, cette interview servant de prélude aux agissements à venir. Quelques mois plus tard, West a appelé à la révocation du 13e amendement, un amendement qui a officiellement aboli l'esclavage. En 2020, les tweets erratiques ont continué, avec West faisant certaines déclarations inutiles sur sa famille, ce qui allait aider Kim Kardashian à prendre la décision de demander le divorce. En 2022, il a rendu public des messages privés entre lui et Sean Combs, suggérant qu'il était contrôlé par des personnalités juives. West est apparu dans plusieurs autres interviews, y compris sur InfoWars, où il a exprimé son soutien au dictateur allemand de la Seconde Guerre mondiale, suscitant une controverse généralisée qui a entraîné de graves répercussions pour lui et sa carrière. Non seulement il a été temporairement banni d'Instagram,
Mais plus tôt cette année, cela a abouti à quelque chose de bien plus grave. Le 7 avril 2026. Les convictions et le comportement controversé de Kanye West ont attiré l'attention du gouvernement britannique. En raison de ses propos extrêmes, le gouvernement a interdit au rappeur d'entrer dans le pays, déclarant que sa présence ne serait pas favorable au bien public. Numéro 14. Bien qu'il vienne d'une famille d'hommes d'affaires prospères, Armie Hammer a choisi une voie complètement différente de la leur, en devenant acteur de télévision et de cinéma. Il est l'arrière-petit-fils d'Armand Hammer, le magnat du pétrole et philanthrope. L'acteur s'est d'abord fait largement connaître grâce à son rôle dans The Social Network, un film à succès dans lequel il incarnait les vrais jumeaux Winklevoss. Hammer a ensuite joué dans d'autres films connus, notamment Mirror, The Lone Ranger et Agents très spéciaux, Code Uncle. Il obtiendra ensuite une nomination aux Golden Globes pour son rôle dans Call Me By Your Name. Bien que la plupart des membres de la famille étaient des hommes d'affaires, le père de l'acteur, Michael, possédait une société de télévision et de production à Los Angeles, orientant Hammer dans cette direction. C'est au lycée qu'il a choisi d'abandonner ses études pour poursuivre cette carrière, au grand désarroi de sa famille. Lorsqu'il a annoncé sa décision à ses parents, il a reçu cette réponse. « Tu quittes le lycée ? Aucun Hammerman n'a jamais quitté l'université sans obtenir un MBA ou un doctorat. » En 2020, Hammer est apparu dans l'émission de fin de soirée avec James Corden, aux côtés d'Amber Heard. L'interview avait une ambiance légère et comique que personne n'aurait imaginé voir sous un jour plus sombre par la suite. Dans cet épisode, Hammer parle avec humour de sa coupe Mohawk pendant la pandémie et de son rôle dans le film Netflix Rebecca. Il mentionne également l'annulation de sa pièce à Broadway, The Minutes, et admet aussi n'avoir jamais regardé son propre film de 2012, Mirror. L'entretien a ensuite pris une autre tournure, Corden évoquant les différentes expériences des célébrités avec des incidents liés au feu. Dans le cas de Hammer, lorsqu'il était plus jeune, il a mis la main sur une recette pour fabriquer des grenades fumigènes maison. À 2 reprises, cette idée lui a valu la visite des pompiers et des équipes du SWAT. Corden a conclu que Hammer et Heard étaient tous les deux des pyromanes. Hammer a reconnu qu'il se reconnaissait dans ce terme, le mot utilisé pour une personne ayant un désir incontrôlable de provoquer des incendies, poussé par la tension ou le soulagement. De façon inattendue, ce comportement imprévisible et extrémique qu'il a admis à la télévision allait devenir un sombre présage des développements ultérieurs, ce qui rendrait finalement cet épisode du Late Show particulièrement troublant. Pas plus de 3 mois plus tard, Armie Hammer verrait toute sa carrière dérailler. En janvier 2021, il a été confronté à des accusations choquantes. Plusieurs femmes, dont Paige Lorenz et Courtney Vuskovic, ont formulé de graves accusations, alléguant avoir été victimes d'abus de la part de Hammer. Ces accusations ont ensuite conduit à la révélation d'un scandale majeur et à une pause temporaire dans la carrière de l'acteur. Selon les victimes, Hammer les a maltraités physiquement et émotionnellement plusieurs années auparavant. La gravité des accusations a déclenché une enquête à grande échelle, qui a rapidement été conclue sans procès en raison du manque de preuves dans chaque cas. Le mal, cependant, était déjà fait. À la suite des accusations, Hammer a été abandonné par son agence artistique et par son attaché de presse personnel. Il a également été contraint de se retirer de plusieurs projets cinématographiques. 2 ans plus tard, de façon inattendue, il allait sortir du silence et admettre que certaines des accusations étaient vraies. Il a suggéré qu'il avait été violent psychologiquement dans sa dernière relation, un comportement qu'il regrette aujourd'hui. Ces aveux allaient seulement raviver les tensions envers Hammer, qui commençait tout juste à remettre sa carrière d'acteur sur les rails. Numéro 13. Né Daystar Peterson, le rappeur et chanteur canadien est mieux connu sous son nom de scène Tory Lanez. La carrière de Lanez a finalement commencé pendant son enfance, où il montrait déjà un vif intérêt pour le rap. Mais malgré toutes ces années de pratique, ce n'est qu'en 2009 qu'il a finalement eu sa grande chance. Cette année-là, il a sorti sa première mixtape, TL2TO. Quelque temps après sa sortie, le chanteur Sean Kingston a vu une vidéo de Lanez en train de rapper et a décidé de le faire signer chez Time Is Money Entertainment. Entre 2010 et 2011, Lanez a sorti une série de mixtapes via le label. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne prenne son indépendance, sortant sa musique de façon indépendante. À la mi-2015, il a sorti son premier single pour son premier album. Et cette année-là, il a également révélé qu'il avait signé chez Mad Love Records et collaboré avec le rappeur ASAP Ferg. En septembre 2012, Lanez est apparu dans le podcast Breakfast Club pour une interview où il a fait la promotion de son prochain album, Sorry for What. L'interview a pris un ton globalement positif, avec Lanez apparaissant confiant et calme. Bien que ce fût une interview détendue, le rappeur a tenu à éviter toute conversation
concernant les drames en cours dans sa vie, tout en abordant l'intérêt du public pour sa ligne de cheveux, plaisantant sur sa gestion, évoquant ses problèmes avec le chanteur-compositeur Augustus Alsina, et un bref moment de confrontation avec le caméraman. Lanez a complètement évité ou minimisé toutes les questions concernant un incident présumé survenu 2 ans plus tôt entre lui et une autre célébrité, pour lequel des batailles juridiques étaient en cours. La célébrité en question était Megan Thee Stallion. Et en août 2020, elle a fait des allégations surprenantes. Megan a affirmé qu'1 mois plus tôt, elle et Lanez s'étaient disputés lors d'une fête. La tension est montée et le rappeur a sorti une arme à feu. Selon les allégations, qu'il avait pointé l'arme vers ses pieds et tiré en scandant « Danse ». Megan a subi une intervention chirurgicale mineure pour retirer des fragments de ses pieds après un incident. Elle aurait également menti à la police, affirmant qu'elle avait marché sur du verre brisé, avant d'avouer la vérité 1 mois plus tard, ce qui a entraîné des enquêtes approfondies. Lynette a abordé les questions et déclarations concernant l'incident avec prudence, sans s'impliquer totalement, ni rejeter complètement les allégations. Il a également insisté sur le fait que son silence était nécessaire, étant donné qu'il s'agissait d'une enquête en cours. Cette esquive relevait d'une dénégation plausible, lui permettant de continuer à promouvoir sa musique. 4 mois après la diffusion de l'interview, le rappeur a comparu devant un jury pour 3 chefs d'accusation criminels. Ces chefs d'accusation étaient agression avec une arme à feu semi-automatique, possession d'une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule, et négligence grave lors du tir avec la dite arme à feu. Après avoir été reconnu coupable, Lynette a été immédiatement emmené dans une prison où il attendrait sa condamnation. Le 8 août 2023, il a été condamné à 10 ans de prison pour cette infraction violente. En 2024, il a été question d'un appel, mais le rappeur reste en prison. Numéro 12. Derrière la plateforme d'échange de crypto-monnaies largement couronnée de succès, FTX Trading Limited, se trouve Sam Bankman-Fried, le fondateur et ancien directeur général de la 2e plus grande plateforme de ce type, faisant de Bankman une figure puissante sur le marché des actifs numériques et un sujet de discussion au sein du Congrès des États-Unis. Il est né de 2 professeurs de l'université de Stanford, un père qui était un spécialiste du droit fiscal et une mère qui se concentrait sur la philosophie morale et le droit. Il a fréquenté le Massachusetts Institute of Technology, où il s'est spécialisé en physique. C'est au MIT qu'il a également découvert l'altruisme efficace et le concept de « gagner pour donner », où les personnes qui gagnent beaucoup d'argent font des dons pour aider les autres. C'est cela qui le motiverait à poursuivre une carrière dans la finance. Bankman est l'un des plus grands noms du monde de la crypto depuis la fondation de FTX en 2019. En septembre 2022, Bankman est apparu sur Bloomberg Crypto pour offrir des analyses et des perspectives sur les tendances du marché. Lors de l'entretien, le PDG de FTX a affirmé que sa plateforme était rentable et financièrement solide. Il a également expliqué qu'il continuait de se développer malgré le ralentissement du marché des crypto-monnaies. Il a été indiqué qu'il y avait plus d'$1 milliard de fonds disponibles et que son entreprise se concentrait sur une stratégie d'acquisition. Bankman-Fried a parlé de son engagement à long terme envers FTX et a plaidé en faveur d'une régulation des crypto-monnaies. Lors de l'émission de David Rubenstein, il a répété son optimisme et son engagement à gagner pour donner, des thèmes qui apparaîtraient plus tard comme contradictoires. En novembre 2022, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé son intention de vendre le jeton FTT de FTX, déclenchant des retraits massifs que FTX n'a pas pu traiter en raison d'un manque de fonds. Peu de temps après, Binance s'est retiré de l'acquisition de FTX, invoquant une mauvaise gestion des fonds, ce qui a entraîné des enquêtes gouvernementales. Le 10 novembre, les autorités ont annoncé l'ouverture d'enquêtes sur FTX et Bankman-Fried. 1 an plus tard, FTX et plus de 130 entités associées ont déposé le bilan, y compris Alameda Research, à laquelle Bankman avait transféré 4 milliards de dollars via FTX plus tôt cette année-là, sans le révéler aux initiés ni au public. Une grande partie des 4 milliards de dollars provenait des fonds des clients, que Bankman a déclaré être destinés à aider Alameda à faire face à ses obligations. Cependant, ces obligations consistaient en des paris risqués et illiquides, tels que des achats immobiliers, des dons politiques et des investissements en capital risque, garantis par le jeton FTT. Cette entreprise désastreuse s'est avérée être l'exemple même de la fraude. Bankman a utilisé à son insu les fonds des clients de FTX pour financer des paris risqués et les dépenses de sa société de trading privée. Il l'a également fait en modifiant un code informatique qui permettait à Alameda de retirer des fonds illimités de la société principale. Une porte dérobée qui a dépouillé de milliards des clients qui ne se doutaient de rien. Le mois suivant,
des agents se sont présentés à la porte de l'ancien PDG et il a été menotté. Bankman a été accusé de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude sur les valeurs mobilières et de blanchiment d'argent. L'année suivante, en janvier, il a comparu devant le tribunal et a plaidé non coupable des accusations. Lors d'un second procès, 4 autres chefs d'accusation criminels ont été retenus contre lui, portant sur jusqu'à 300 dons politiques illégaux. Un jury fédéral des États-Unis a déclaré Bankman coupable de 7 chefs d'accusation de fraude et de blanchiment d'argent. Il a ensuite été condamné à 25 ans de prison et a été sommé de payer plus de 11 milliards de dollars à titre de confiscation. Numéro 11. William McFarland, mieux connu sous le nom de Billy McFarland, est né à New York en 1991 et a grandi dans le quartier de Short Hills, à Millburn, dans le New Jersey. Lorsqu'il n'avait que 13 ans, il a créé une entreprise en ligne qui vendait de l'espace web à des sites pour adultes. Au moment où il a terminé le lycée, McFarland avait fondé 2 autres entreprises. Il a fréquenté l'université Bucknell, mais il a abandonné peu de temps après pour lever des fonds afin de développer un site de médias sociaux dédié au partage de musique et de vidéos. McFarland a ensuite créé un club sur invitation uniquement qu'il a appelé Magnesis, qui offrait des invitations à des événements exclusifs via une carte de paiement. L'entrepreneur, malgré le financement obtenu grâce à Aubrey McClendon, le magnat de l'énergie, s'est lassé de Magnesis et a fondé Fire Media pour l'accompagner. Une création qui faciliterait la réservation d'artistes et de célébrités pour des événements exclusifs. C'est également ce site web qui deviendrait l'outil inattendu de la chute finale de McFarland. C'est en 2015, alors que Magnesis était encore en activité, que McFarland fut invité sur la célèbre chaîne d'information CNBC pour un épisode intitulé « Une carte noire » sur invitation uniquement pour les milléniaux. Les milléniaux urbains, commença McFarland, veulent savoir où se trouve le lieu branché en ce moment, ce qui est tendance, et quand ils peuvent y participer. Il a proposé que Magnesis résoudrait ce problème. Le fondateur de 24 ans s'est inspiré de la carte noire Centurion d'American Express, ultra exclusive. Et une fois qu'il a trouvé un moyen d'intégrer une bande magnétique sur une carte en métal, Magnesis a été créé. McFarland a déclaré aux intervieweurs de CNBC qu'en gros, Magnesis permet de transférer les données d'une carte de crédit sur la carte noire, ce qui lui permet de fonctionner comme une carte de paiement classique ou comme une carte exclusive pour des personnes triées sur le volet. Il a expliqué que Magnesis utilise également une application de conciergerie mobile, offrant aux membres non seulement l'accès à des événements exclusifs, mais aussi à des réductions. McFarland déclare à CNBC dans cette interview que son produit compte au moins 10 000 membres à New York et à Washington DC. Les adhésions se font uniquement par parrainage et les candidats doivent passer par un processus de sélection. L'adhésion annuelle coûte 250 $. Les préoccupations concernant ce produit ont également été abordées. Alicia Sirette, membre des New York Angels, a exprimé des inquiétudes concernant les risques juridiques liés aux services de carte de crédit et à Magnesis. Mais McFarland a insisté sur le fait que son entreprise ne présente pas les mêmes risques qu'une société de carte de crédit, déclarant, je cite, « Toutes les transactions passent par la banque et par les cartes de crédit habituelles de nos membres. Nous ne sommes qu'une marque et un réseau qui repose là-dessus. » Sans aucun doute, McFarland semblait optimiste quant à son entreprise lors de l'entretien. Il semblait enthousiaste à propos de son succès et du monde de l'entrepreneuriat. 1 an plus tard, l'homme d'affaires ajouterait Fire Media à sa liste d'entreprises qu'il a créées lui-même. Fire Media est une application conçue pour réserver des artistes musicaux pour des événements privés, comme le Fire Festival de 2017, qui avait pour but de promouvoir les 2 entreprises. Mais l'événement s'est terminé en catastrophe et a révélé une vérité cachée à laquelle personne ne s'attendait. Le Fire Festival a été promu par des influenceurs sur les réseaux sociaux et devait avoir lieu sur une île des Bahamas. McFarland a utilisé ces 2 entreprises pour vendre des billets coûteux en promettant des villas de luxe et de la nourriture gastronomique. Mais lorsque les gens sont arrivés au festival, ils se sont retrouvés coincés dans des tentes de secours en cas de catastrophe, ne mangeant rien d'autre que des sandwichs. Les invités avaient payé jusqu'à 200 000 $ pour y assister. À la suite de cet événement désastreux, les participants ont réclamé justice, ce qui a entraîné une enquête à grande échelle sur McFarland et d'éventuelles activités malveillantes. En mai de cette année-là, le Fire Festival faisait l'objet d'une enquête criminelle. Les principales accusations portant sur la fraude postale, la fraude boursière et la fraude électronique. Malgré les procédures judiciaires en cours, McFarland a insisté sur le fait que Fire reviendrait l'année suivante. Mais il n'aurait pas l'occasion d'organiser un autre festival Fire, car en juin 2017, des agents fédéraux l'ont arrêté à son domicile de Manhattan. Il a ensuite été inculpé pour fraude envers les investisseurs, un acte intentionnel de tromperie ou de diffusion de fausses informations. Et des stratagèmes trompeurs sont utilisés pour piéger des victimes sans méfiance afin de leur soutirer d'importantes sommes d'argent. Un acte qui a été grandement facilité par Magnesis et le Fireband de Fire Media,
le bracelet équipé de la technologie RFID qui servait de système de paiement sans espèces. En 2018, McFarland appelait des coupables de fraude électronique et d'accusations supplémentaires découlant d'un autre stratagème. Il a été condamné à 6 ans de prison fédérale, mais n'en a purgé que 4. L'interview accordée à CNBC, au cours de laquelle l'homme d'affaires affichait de l'optimisme, est aujourd'hui perçue sous un jour plus sombre. Son insistance sur le fait que Magnus résolvait les problèmes des millennials devient une déclaration de duplicité, remplaçant la personnalité charmante et confiante par une malhonnêteté sournoise. Numéro 10. Juillet 2007 marquerait le début d'une période de terreur et de peur pour les Brésiliens. Quelques jours plus tôt, des centaines de personnes avaient défilé dans la rue pour célébrer le mois de la fierté LGBTQ+, lorsque l'impensable s'est produit. À ce jour, la police brésilienne tente toujours désespérément de traquer un tueur en série connu sous le nom de le maniaque de l'arc-en-ciel. Le 4 juillet, José Henrique, âgé de 32 ans, est entré dans le parc de Petrópolis, sans se douter qu'il n'en sortirait jamais vivant. Le parc de Petrópolis, situé au Brésil, est un lieu de rencontre bien connu pour les hommes gays, en particulier ceux qui vivent leur homosexualité en secret. Le parc voyait des dizaines d'hommes entrer et sortir pour des rencontres ou simplement pour passer du temps ensemble. Un après-midi, des gens se promenaient dans le parc lorsqu'ils sont tombés sur le corps de José, âgé de 32 ans. Il avait subi plusieurs blessures à la tête et il était nu. L'auteur des faits avait également enroulé son pantalon autour de ses genoux, cherchant manifestement à l'humilier. Les habitants ont été terrifiés lorsque la mort de José a fait la une des journaux. Les hommes qui se rencontraient pour des rendez-vous ont commencé à se mettre en binôme et à prendre des précautions supplémentaires. Mais malheureusement, cela n'a pas suffi à les protéger du maniaque arc-en-ciel. Pendant 2 ans, la communauté LGBTQ brésilienne est devenue une cible, et la ville a été plongée dans la peur. Au total, le maniaque de l'arc-en-ciel a fait 13 victimes parmi les hommes, dont 12 ont reçu des balles dans la tête. Le mode opératoire est resté le même, et la plupart des victimes ont été retrouvées dans le parc Petros. Une équipe spéciale a été formée, et des dizaines d'agents ont travaillé sur l'affaire jour et nuit. Au cours de l'enquête, il a été supposé que le maniaque de l'arc-en-ciel aurait pu rencontrer ses victimes via des salons de discussion en ligne et des applications de rencontres. Malgré une enquête intensive, un seul suspect potentiel a pu être identifié. Hiro Francisco Franco, un ancien policier. À ce jour, aucune preuve n'a été découverte pour relier de manière concluante cet homme à la série de crimes. Malheureusement, la violence homophobe n'est pas rare au Brésil. Et les enquêteurs recherchent quelqu'un qui éprouve une haine profonde envers la communauté LGBTQ. Personne n'a jamais été arrêté en lien avec ces meurtres, et le maniaque de l'arc-en-ciel est libre de parcourir les rues du Brésil. Au fil des années depuis le premier crime, l'enquête a presque été arrêtée en raison d'un manque de preuves et de pistes. Toute personne disposant d'informations est priée de contacter la police militaire de l'État de São Paulo au 114 20 719 16. Numéro 9. La route des larmes désigne la route 16, une route longue de 725 km qui s'étend de Prince George à Prince Rupert en Colombie-Britannique au Canada. Bien que la route soit entourée de beauté naturelle, l'autoroute cache un sombre secret. Depuis les années 1970, des dizaines de femmes, principalement autochtones, ont disparu ou ont perdu la vie. En raison du fait que la plupart des victimes étaient autochtones, la GRC, la police locale et les agences gouvernementales ont accordé peu d'attention à l'épidémie qui se déroulait sous leurs yeux. Il a fallu des décennies aux familles des victimes pour que leurs affaires soient prises au sérieux et qu'elles obtiennent l'enquête et la justice qu'elles méritent. Différentes sources avancent des statistiques différentes, mais on pense qu'au moins une vingtaine de femmes ont disparu ou perdu la vie le long de la route des larmes, bien que le nombre réel puisse se compter par centaines. La route traverse de nombreuses communautés autochtones qui ont peu ou pas accès aux services essentiels. Le taux de pauvreté est élevé, ce qui pousse de nombreuses femmes à faire de l'autostop pour aller à l'école, au travail ou même consulter un médecin. Tamara Lynn Shipman, âgée de 22 ans, est l'une des nombreuses femmes qui ont disparu le long de la route des larmes. Tamara a été vue pour la dernière fois le 21 septembre 2005 à Prince Rupert, sur la route 16, alors qu'elle essayait de faire de l'autostop pour se rendre à Terrasse. Plusieurs témoins ont vu Tamara debout sur le bord de la route, mais personne n'a vu avec qui elle est partie. Quelques semaines plus tard, sa famille a compris que quelque chose n'allait pas, lorsque son compte bancaire n'avait pas été utilisé et qu'elle avait un loyer en retard. Sa famille a signalé sa disparition à la police locale et à la GRC, et dès le début, leur attitude envers Tamara et son dossier a été décevante. Tamara avait déjà fait de l'autostop et s'était livrée à la prostitution de rue, même si cela faisait un certain temps qu'elle n'avait plus fait cela. La presse et les internautes l'ont immédiatement diabolisée
et ont éprouvé peu de sympathie pour l'autostoppeuse disparue. Plusieurs recherches ont été menées pour retrouver Tamara, mais aucune trace d'elle n'a jamais été retrouvée. Les habitants pensent que ces disparitions et ces crimes sont l'œuvre d'un tueur en série, voire de plusieurs tueurs en série, qui ont profité de l'isolement de la région et d'autres facteurs. La GRC a créé le projet E-PANA en 2005 pour approfondir ces affaires, mais jusqu'à présent, aucune arrestation n'a été effectuée. Le projet IPANA, ainsi que les militants autochtones et les familles des victimes, continuent de rechercher leurs proches et exigent que les responsables soient traduits en justice. Numéro 8. Le 8 avril 1992 a commencé comme n'importe quel autre jour pour Robin Foldauer, âgé de 26 ans. Robin travaillait dans un magasin de chaussures Payless à Indianapolis, dans l'Indiana, et avait été appelé à travailler après qu'une de ses collègues soit tombée malade. Robin a enfilé son uniforme et s'est rendu au magasin pour assurer le service de l'après-midi. Alors que Robin travaillait, un homme étrange est entré dans le magasin. Au début, elle pensait qu'il s'agissait d'un client, mais à mesure qu'il s'approchait, elle vit qu'il tenait quelque chose dans sa main. En un éclair, la vie de Robin avait été fauchée, et l'homme mystérieux a quitté le magasin. Le corps de Robin a été découvert plusieurs heures plus tard, et la police d'Indianapolis s'est précipitée pour enquêter. Quelques jours plus tard, le 11 avril 1992, Patricia Smith, âgée de 23 ans, et Patricia Majors, âgée de 32 ans, se sont retrouvées face au même homme étrange dans la boutique de robes de mariée qu'elle possédait à Wichita, Kansas. Plusieurs crimes similaires ont commencé à apparaître au Kansas, dans le Missouri et dans l'Indiana. Le mode opératoire du criminel était le même. Il repérait une boutique où une femme, souvent seule, travaillait et où il n'y avait aucun client aux alentours. Étrangement, l'agresseur ne disait pas un mot à ses victimes. Une fois les coups de feu tirés, il repartait tranquillement, sans alerter personne. Les enquêteurs se sont rapidement rendus compte que tous ces crimes avaient eu lieu dans des zones situées juste à côté de l'Interstate 70. On a alors supposé que le tueur rôdait le long de l'Interstate 70 à la recherche des victimes. Cela lui a valu le surnom de « tueur de l'Interstate 70 », un nom qu'il porte encore aujourd'hui. Michael McCown, âgé de 40 ans, était la seule victime masculine du tueur de l'Interstate 70 et il a été attaqué sur son lieu de travail dans l'Indiana. Les policiers pensent que le tueur en série de l'Interstate 70 a pris Michael pour une femme de dos à cause de ses cheveux longs. Au moins 6 crimes ont été attribués au insaisissable tueur de l'Interstate 70, mais de nombreux enquêteurs pensent qu'il a poursuivi sa série après 1992. L'Interstate 70 traverse l'Utah, le Colorado, le Kansas, le Missouri, l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio, la Virginie occidentale, le Maryland et la Pennsylvanie. Ce qui signifie qu'il pourrait avoir des victimes dans chacun de ces États. D'énormes efforts ont été déployés par les forces de police à travers les États pour appréhender le tueur de l'Interstate 70. Mais jusqu'à présent, leurs efforts sont restés vains. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le service de police de Saint-Charles au 636 949 3300. Numéro 7. Au début de 2019, les autorités ont été informées de l'existence d'un tueur en série se faisant appeler Hercules. Le 1er février 2019, les habitants de Dhaka, au Bangladesh, se réveillaient et se préparaient à commencer leur journée lorsqu'une découverte macabre a été faite. Des passants ont trouvé le corps d'un homme, identifié uniquement comme Rakib, dans une casse. Autour de son cou, les enquêteurs ont trouvé une pancarte sur laquelle il était écrit, je cite, « Voici la punition pour l'agression. Agresseur, prenez garde. Hercule. » L'agression en question a eu lieu le 14 janvier 2019, alors que la victime, dont le nom n'a pas été révélé, se rendait chez sa grand-mère. Selon les rapports, elle a été prise en embuscade et attaquée par 2 hommes. Rakib était le principal suspect dans cette affaire, et la police construisait lentement un dossier contre lui. Quelques jours plus tard, le corps d'un homme seulement identifié comme Ripon a été retrouvé dans une zone abandonnée près d'Amin Model Town. Comme Rakib, Ripon avait été le principal suspect dans l'affaire, d'une jeune fille de 18 ans, dont le corps avait été retrouvé en périphérie de Savard. Ripon avait également une note similaire autour du cou. Et il était clair pour les enquêteurs qu'Hercule n'allait pas s'arrêter de sitôt. Au total, 3 incidents ont été liés à l'insaisissable Hercule. Et les 3 hommes étaient des suspects ou recherchés en lien avec des agressions et des crimes graves. Certains membres de la communauté ont émis l'hypothèse qu'Hercule serait en réalité un groupe d'hommes, voire même des policiers. Une enquête exhaustive a été menée, mais en 2023, la police n'est toujours pas plus près d'attraper Hercule. Numéro 6. Le féminicide est une épidémie croissante qui frappe le Mexique. Et derrière ces crimes, la police pense qu'il y a un tueur en série qui rôde dans l'ombre. Selon les statistiques du gouvernement,
Plus de 500 femmes ont perdu la vie à Juárez, au Mexique, depuis 1993. Les corps de ces femmes sont souvent retrouvés dans des zones isolées du désert et présentent les mêmes blessures et les mêmes caractéristiques. La police a mis en place plusieurs groupes de travail et opérations, mais l'épidémie continue. Luz Flores, âgée de 19 ans, est l'une des centaines de femmes qui ont subi des violences à Juárez, au Mexique. Le 4 août 2008, Luz a quitté son domicile et s'est rendue dans le centre de Juárez. Selon sa mère, Luz del Carmen, elle se rendait à la boutique de vêtements Maxi pour déposer une demande d'emploi. Sa mère et sa sœur attendaient son retour, mais Luz n'est jamais revenue. Elle a été signalée disparue plus tard dans la soirée et les recherches ont commencé. Sa mère et sa sœur ont mené plusieurs recherches de leur côté, mais aucune trace d'elle n'a jamais été retrouvée. De la même manière, Debony Basaluda, âgée de 18 ans, a disparu le 9 avril 2022 après avoir assisté à une fête à Juárez. Quelques jours plus tard, son corps a été retrouvé dans le réservoir d'eau du motel Nueva Castilla. Les images de vidéosurveillance ont montré Debony entrant dans le motel vers 4h30 du matin ce jour-là. Peu de temps avant d'entrer dans l'hôtel, elle était avec un chauffeur de taxi qui lui avait fait des avances non désirées et l'avait abandonnée sur la route près du motel. Selon les autorités, bien qu'elle ait subi un traumatisme crânien, ils pensaient que son décès pouvait être accidentel. Les cas de Debony et de Luz ne sont qu'un parmi des centaines à Juárez, au Mexique. Les familles de ces femmes se voient dire qu'elles doivent attendre entre 48 et 72 heures avant de pouvoir signaler une disparition. Délai pendant lequel des preuves essentielles ont déjà été perdues. Les experts ne doutent pas qu'un ou plusieurs tueurs en série rôdent dans les rues de Juárez. Numéro 5. Il existe un nombre inquiétant de cas où des professionnels de la santé ont intentionnellement ôté la vie à des personnes dont ils avaient la charge. Beaucoup de ces cas concernent de personnes qui pensent aider leurs victimes à la fin de leur vie. Ce n'était pas le cas pour Victorino Chua. Chua a été condamné pour avoir ôté la vie à 2 de ses patients en les empoisonnant à l'insuline. Mais d'innombrables autres ont également été empoisonnés. Et au moins 3 autres sont décédés après avoir reçu les médicaments qui avaient été altérés. Les crimes ont eu lieu à l'hôpital Stepping Hill en 2011 et 2012. Chua était un infirmier philippin qui a déménagé au Royaume-Uni en 2002. Tout au long de sa carrière, aussi bien aux Philippines qu'au Royaume-Uni, il a eu des problèmes liés à des vols. Beaucoup de ces vols concernaient de l'argent, mais il a aussi volé des médicaments. Cela ne l'a pourtant pas empêché d'obtenir des recommandations. Et en 2009, il a obtenu un poste au sein du personnel de l'hôpital de Stockport. Chua ne s'est pas bien intégré à l'hôpital. Il y a eu des accusations selon lesquelles il aurait administré des traitements inutiles à des patients. Le personnel a également constaté des problèmes avec ses compétences interpersonnelles. Chua a affirmé avoir été maltraité par les patients et le personnel, et il a écrit dans une lettre décousue que les mauvais traitements qu'il avait subis avaient poussé un ange à devenir mauvais. En 2011, il a commencé à altérer des poches de solutions salines qui allaient être distribuées aux patients. Chua a ajouté une grande quantité d'insuline dans les poches. Bien que l'insuline soit importante pour tous les humains, un excès peut entraîner une baisse du taux de glucose et provoquer une hypoglycémie chez les patients. Cette affection peut causer des dommages au cerveau et au système nerveux central. Elle peut également provoquer des dommages irréversibles et coûter des vies. Au début, il n'était pas clair ce qui s'était passé. Mais le personnel médical a ensuite remarqué que certains des poches de solutions salines semblaient mousser. La falsification a été découverte, mais identifier le responsable ne serait pas aussi facile. En juillet 2011, une infirmière nommée Rebecca Lighton a été arrêtée. Ses empreintes digitales ont été retrouvées sur les poches contaminées, et la police a découvert des publications Facebook où elle affirmait boire de l'alcool et faire la fête pour gérer le stress de son travail. Après 6 semaines, la police a abandonné l'affaire contre Rebecca. Ce n'est qu'après que Chua a changé ses méthodes qu'il a finalement été arrêté. Apparemment, n'étant plus satisfait de laisser au hasard l'utilisation de son poison, il a modifié les dossiers médicaux pour prescrire des médicaments inutiles aux patients. Il était plus facile de le relier à ces modifications, et la police a déterminé qu'il avait accès aux poches de solutions salines lors de chaque empoisonnement. Il a plaidé non coupable, mais il a été reconnu coupable d'avoir ôté la vie à 2 patients, ainsi que d'avoir causé du tort à de nombreux autres. Numéro 4. Les amis et voisins d'Irina Gaidamachuk la connaissaient comme une mère aimante qui aidait à l'école de sa fille. Son mari savait qu'elle avait un problème d'alcool, mais il n'a jamais réalisé jusqu'où elle irait pour boire un verre. Gaidamachuk est née en Union soviétique et a fini par rencontrer et épouser son mari, Yuri. Au début, tout semblait bien se passer. Mais Gaidamachuk avait déjà un problème d'alcool. La situation est devenue si grave que Yuri lui a retiré l'accès à leur argent
craignant qu'elle ne dépense tout leur argent en vodka. Malgré cela, elle continuait à trouver des moyens de se procurer de l'alcool, tout en donnant l'image d'une mère ordinaire. En même temps, tout au long des années 2000, les femmes âgées de la région vivaient dans la peur. Les crimes ont commencé en juin 2002. Une femme âgée a été retrouvée chez elle avec de graves blessures à la tête. On aurait dit qu'elle avait été frappée avec un marteau. De l'argent avait été volé dans son sac à main, mais cela ne dépassait pas 25 $. Au cours des 8 années suivantes, 17 autres femmes allaient être victimes de ce criminel inquiétant. Au début, la police pensait qu'elle recherchait un homme. Cela semblait être la seule possibilité, étant donné la violence des crimes. Mais cela allait s'avérer faux lorsqu'une victime a échappé à ce qu'on appelait le monstre de Russie. La femme âgée a été retrouvée sur le sol de son appartement avec une grave blessure à la tête. Son appartement avait été saccagé, mais seule une petite somme d'argent avait été volée. Pendant son hospitalisation, elle a dit à la police que c'était une femme qui l'avait agressée. Au début, la police pensait qu'elle avait des troubles mentaux et qu'il s'agissait simplement d'un homme déguisé en femme. Mais la victime a continué d'insister et finalement, elle a été crue. La police était désormais à la recherche d'une femme. Des milliers de personnes ont été interrogées et une femme nommée Marina Valiva a été arrêtée. Marina a avoué les crimes sous la pression de la police, mais les attaques ont continué. Ce n'est qu'après qu'une 17e femme ait perdu la vie à cause du tueur en série que la police a identifié le véritable coupable. La dernière victime était une femme de 81 ans nommée Alexandra. Les voisins ont bien vu la femme qui était venue décorer l'appartement d'Alexandra et ont donné une description à la police lorsque le corps d'Alexandra a été découvert. 5 jours après la diffusion d'un portrait robot par la police, Gaïda Matchouk a été identifiée comme la criminelle. Elle a d'abord avoué et a dit à la police qu'elle avait ôté la vie à ses victimes pour avoir de l'argent afin d'acheter de l'alcool. Au tribunal, elle a tenté de nier ses crimes, mais elle a tout de même été reconnue coupable. Elle a été condamnée à seulement 20 ans de prison. Numéro 3. En 2010, une série de vols a coûté la vie à 4 personnes. Ce n'est qu'après que le coupable ait essayé d'utiliser la carte bancaire de sa dernière victime qu'il a été arrêté. John Wesley Yule avait déjà un long casier judiciaire lorsqu'il a été arrêté en 2010 pour vol à l'étalage. Les crimes allaient du vol à main armée au cambriolage, en passant par la falsification de chèques. Son dernier crime consistait à échanger les étiquettes de prix sur des articles dans un magasin Home Depot. Vivant en Californie, Yule pouvait être condamné à la prison à vie pour des crimes graves après ses 2 premières condamnations, en vertu de la loi des 3 coups. À Los Angeles, cependant, la règle ne s'appliquait que si le 3e crime était violent. Yule était un militant de premier plan contre la loi des 3 coups, et il est apparu dans une émission télévisée pour en discuter. Yule a écopé d'une peine de 32 mois pour son crime chez Home Depot, mais celle-ci a été reportée afin qu'il puisse subir une opération chirurgicale prévue à l'avance. Yule a décidé de profiter de ce temps pour commettre d'autres crimes violents. Sa première victime était Anna Morkos, âgée de 80 ans. Après s'être introduit dans la maison des Morkos, Yule est tombé sur Anna. Au lieu de s'enfuir, Yule a violemment attaqué le vieil homme et a provoqué une crise cardiaque. Le corps de Anna a été découvert par sa famille le lendemain. Quelques semaines plus tard, Yule a ôté la vie de sa 2e victime, Denise Roberts, qui habitait dans la même rue que lui. Mais il ne semblait apparemment pas avoir de problème à commettre des crimes près de chez lui. Il a ligoté la femme de 53 ans et lui a ôté la vie avant de mettre sa maison à sac. 9 jours plus tard seulement, Limon et Robin Tourneguy ont été attaqués. Yule s'est fait passer pour un employé des services publics afin d'entrer chez eux avant d'attaquer le couple. Ils ont également été ligotés avant que Yule ne leur ôte la vie. Malheureusement, il a fallu quelques jours avant que leur corps ne soit découvert, après que des membres inquiets de la famille ont demandé à la police d'aller vérifier qu'ils allaient bien. La police enquêtant sur le crime a été surprise lorsque la carte de Robin a été utilisée à un distributeur automatique. Les caméras du distributeur ont capturé une image claire du coupable, une personne que la police connaissait très bien. Après l'arrestation de Yule, il a été découvert qu'il avait vendu des objets provenant des cambriolages dans des magasins de prêt sur gage, ce qui a confirmé son lien avec les 2 premiers cambriolages. Il n'a pas contesté les faits et passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Numéro 2. Jeffrey Mayat est un criminel troublant qui a gagné le surnom de l'éventreur de Rhode Island. Il a ôté la vie à 3 femmes entre 2002 et 2003 et a attaqué 2 autres qui ont à peine réussi à s'échapper avec la vie sauve. La première victime était une femme nommée Audrey Harris. Audrey, comme toutes les victimes de l'éventreur, était une travailleuse du sexe. Comme les autres victimes, cependant, elle n'était pas quelqu'un dont l'absence serait remarquée. Le 9 février 2003, elle a dit au revoir à sa mère et lui a dit qu'elle viendrait la voir plus tard dans la journée.
La visite n'a jamais eu lieu. Et la mère d'Audrey a signalé sa disparition. La police a apparemment pris l'affaire au sérieux. Il y avait eu une attaque contre une autre femme exerçant la même profession, nommée Jane Smith. Et la police soupçonnait qu'Audrey avait peut-être été victime du même agresseur. Ensuite, l'homme a attaqué une autre femme qui a survécu, Christine Dumont. L'homme a été identifié comme étant Timothy Scanlon. Mais avant que Scanlon ne puisse être jugé, Christine a également disparu en mai 2004. Scanlon sera plus tard reconnu coupable d'avoir agressé Smith, mais il sera innocenté de toute implication dans la disparition des deux femmes. En juillet 2004, une troisième femme exerçant la même profession a disparu. Stacy Goulet a été signalée disparue par son petit ami. La police a essayé d'utiliser une policière en civil pour attirer le criminel, mais l'éventreur n'a pas mordu à l'hameçon. Ce n'est qu'après un appel mystérieux et anonyme que l'affaire a été révélée au grand jour. L'appelant était un homme qui leur a dit de parler à Jocelyn Martin. Jocelyne a dit à la police qu'elle avait été agressée par l'un de ses clients. Il l'avait ramenée chez lui, puis l'avait attaquée par derrière. Elle s'était défendue et avait réussi à s'échapper. Étant donné sa carrière, elle n'était pas allée à la police. Mais maintenant, elle leur a donné tous les détails dont ils avaient besoin pour identifier l'adresse du tueur. La police a également appris qu'une deuxième femme avait été attaquée à cette adresse et avait survécu. L'homme qui habitait là s'appelait Jeffrey Mayatt. Au début, il a nié toute implication, mais une fouille de son domicile a révélé une scène troublante dans sa salle de bain. C'est ici qu'il s'occupait des corps. Mayatt a avoué avoir ôté la vie à Audrey, Christine et Stacy. Il avait traité leurs restes dans la baignoire, les avait mis dans des sacs poubelles et avait jeté les restes dans des bennes à ordures commerciales. Une fouille d'une décharge a permis de retrouver les restes de Stacy, mais les deux autres victimes n'ont jamais été retrouvées. Numéro 1. En juillet 1993, la police de Londres a diffusé une image de vidéosurveillance de la victime d'un tueur en série présumé et d'un homme non identifié soupçonné d'être le coupable. Cette preuve a finalement entraîné la chute de Colin Ireland. Les crimes avaient commencé en mars de cette année-là. Peter Walker était un chorégraphe à succès du West End. Il était également homosexuel et fréquentait le Colburn Club à Earl's Court. Le pub était populaire auprès des hommes homosexuels qui portaient des mouchoirs de différentes couleurs pour montrer ce qu'ils appréciaient. Walker a été abordé par un homme qui l'a invité chez lui. Le corps de Peter a été retrouvé sous sa couette. Plus tard, le criminel responsable a appelé le journal national pour revendiquer le crime. Mais il a exprimé des remords d'avoir laissé le chien de Peter enfermé dans l'appartement. Cet appel fut le premier d'une longue série que Colin Ireland allait passer. Ireland était un homme de 39 ans, divorcé 2 fois, qui était sans emploi à l'époque. Il avait conclu l'année précédente qu'il n'était personne. Et pour sa résolution du Nouvel An, il avait décidé de changer cela en devenant un tueur en série. Il détestait les hommes homosexuels, selon l'une de ses ex-femmes, et les considérait comme des victimes faciles. En particulier, il ciblait les hommes qui résistaient lorsqu'on essayait de les attacher. Après Peter, la prochaine victime d'Ireland fut Christopher Dunn, un bibliothécaire et un autre habitué du Colwyn Club. Le crime était encore plus troublant, et une fois de plus, Ireland a contacté la presse et la police pour les narguer à propos de son crime. Un homme d'affaires américain nommé Perry Bradley et un aide-soignant en maison de retraite nommé Andrew Collier allaient également devenir des victimes. Leur décès serait séparé par moins d'1 semaine. Ce n'est qu'après le 4e crime que la police a pu identifier des schémas. En plus de la méthode utilisée dans chaque crime, la police a identifié leur dernier lieu connu comme étant le Club Coleraine. La relation entre la police britannique et la communauté homosexuelle n'était pas bonne à l'époque, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines similitudes ont été négligées. Mais la police a finalement pris des mesures pour avertir la communauté homosexuelle, distribuant des tracts lors des marches des fiertés afin d'obtenir plus d'informations. Ils ont également été encouragés par un autre appel d'Ireland qui a déclaré qu'il attaquerait 1 fois par semaine s'il n'était pas arrêté. La dernière victime d'Ireland a été découverte le 15 juin, bien que le crime ait eu lieu 3 jours plus tôt. Emmanuel Spiteri était un chef qui a été vu pour la dernière fois au Coleraine Club le 12 juin. Il est parti avec un homme décrit comme ayant un visage rond, des cheveux courts et foncés et des dents décolorées. La police a ensuite trouvé une image de vidéosurveillance d'Emmanuel et de leur suspect à la station de métro. Ireland s'est manifesté et s'est identifié comme l'homme sur la photo. Mais il a déclaré qu'il était allé à l'appartement d'Emmanuel avec lui, puis il l'avait laissé là avec un autre homme. Mais la police a trouvé les empreintes digitales d'Ireland au domicile d'Andrew Collier. Il a finalement avoué ses crimes, disant à la police qu'il voulait être célèbre. Il a été condamné à 5 peines de prison à perpétuité et a passé le reste de sa vie derrière les barreaux. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.